Bonjour et merci de marquer votre présence à débat de presse de ce dimanche. Un débat qui convoque 4 sujets à sa une. D'abord, le bilan de l'an 1 jugé satisfaisant du MPP et de ses alliés au pouvoir. Ensuite, les Koglouego interdits dans l'ouest du Burkina par les Dozo. Troisième sujet de discussion ce matin, les comportements peu honorables des organisations de la société civile, les comportements qui indexent également la responsabilité de la presse. Et enfin, quatrième sujet, l'échec des sondages et autres pronostics avec la défaite de Yaya Jammeh en Gambie et la reconnaissance de ne pas se présenter pour un second quinquennat de François Hollande dans l'Hexagone et à se porter et candidat à sa propre succession. Ils sont venus pour le débat de ce matin. À ma gauche, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM. Bonjour Paul. Oui, bonjour. Et merci de venir discuter de ces sujets. Deuxième invité, Soumaïla Rabo de Savane FM. Bonjour. Bonjour Fousseni. Merci d'être là pour le débat. Troisième invité à ce débat, Parfait Silga de notre temps. Bonjour. Bonjour Kino. C'est vrai que notre temps, c'est tout le temps. Ok. Et quatrième invité, Boukari Woba de Mutation. Bonjour et merci d'être là pour le débat. Bonjour Kino et merci à vous. Et donc, sans tarder, le premier sujet de ce débat de presse de ce dimanche, en conférence de presse hier, samedi 3 décembre 2016, en compagnie des partis politiques membres de la majorité présidentielle, Salif Diallo, président par intérim du mouvement du peuple pour le progrès, dresse un bilan satisfaisant de l'an 1 de Roch Marc-Christian Kaboré au pouvoir, un bilan jugé malgré tous les constats de l'immobilisme de l'opposition. Paul Miki Rwamba, le conférencier, cite des acquis, notamment sur le front sécuritaire et les libertés fondamentales. Pourtant, vos éditoriaux sont plusieurs fois revenus sur cette gestion parfois marquée par l'immobilisme. Oui, bon, évidemment, en tant que journaliste, on s'intéresse beaucoup à là où ça ne marche pas. Je suis en partie d'accord avec les conférenciers que vous citez qu'il y a quand même eu des avancées. Maintenant, ce qui nous intéresse le plus, c'est là où ça n'a pas marché. Voyez-vous, après une année d'exercice du pouvoir du MPP, on se rend compte qu'on a connu quelques reculs en matière de sécurité, il faut le reconnaître. C'est peut-être pas la faute tout de suite au gouvernement, ceux qui sont aux affaires, mais en tout cas, de plus en plus, les Burkinabés sont inquiets pour leur sécurité. Ça, c'est un fait. Alors, il y a l'autre grosse plaie qu'il ne faut pas occulter, c'est la montée de l'incivisme qu'on a connu au Burkina. Vous savez certainement qu'on n'a jamais vu un niveau aussi élevé de l'incivisme au Burkina, peut-être parce qu'on est sorti d'une insurrection où chacun pense qu'il a quelque chose à réclamer, quelque chose à revendiquer. L'autre aspect également, c'est la fronde sociale. Ça aussi, c'est un niveau assez jamais égalé au Burkina. On a les syndicats qui donnent de la voix, chacun réclame un peu partout. On a l'impression que plus rien ne va au Burkina Faso, alors que bon, c'est peut-être le même pays, mais c'est la façon de faire qui a peut-être changé. Mais l'un dans l'autre, on a aussi des avancées en termes démocratiques, on a cette liberté de ton qui existe aussi. On a un certain nombre d'aspects comme ça que l'on peut présenter, comme l'ont fait d'ailleurs les leaders du MPP, ceux qui sont au pouvoir hier dans leur conférence de presse. Mais globalement, il faut dire qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire sur les aspects que j'ai cités, insécurité, incivisme et puis front social. Oui, Soumaïla Rabo, pourtant, au regard de ce qu'on assiste sur le front social et les promesses du candidat Roch pendant la campagne, on ne peut pas dire que ces résultats présentés par le pouvoir n'a pas fait bouger les lignes, comme le dit Paul Miki. Non, moi, je crois que ce qu'on voit aujourd'hui au Burkina se situe dans l'analyse que moi j'avais faite depuis longtemps. J'ai dit que les Burkinabés, en votant Roch Marc-Christian Kaboré, avaient choisi de ne pas aller à la rupture, donc de faire comme avant, donc comme sous Blaise Compaoré. Donc il ne faut pas que les gens cherchent ce qu'ils n'ont pas demandé ou ce qu'ils n'ont pas voulu, ou ce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire. Voilà. Ils auraient voté Tahirou Barry ou Benouende Sankara, qu'on aurait assisté à autre chose, à ce qu'on aurait appelé la rupture. Mais en votant Roch Marc-Christian Kaboré, c'était pour ne pas bousculer nos habitudes. C'était pour continuer à boire la bière comme avant, aller en retard au travail, sans être interpellé par un quelconque ministre. Moi, j'avais dit ça ici. Hein, ce n'est pas en janvier, c'était en février. Donc, ce qu'on voit là, c'est ce qui était prévisible. C'est ce qui devait être prévu. Si quelqu'un fait une analyse objective, il doit se situer dans ces limites-là. Je dis, moi j'avais dit depuis le
plan de la gouvernance, sur le plan de la lutte contre la corruption, sur le plan de la justice, on n'aurait pas d'avancée avec le MPP. C'est ce que j'ai prévu. Par contre, sur des questions plutôt sociales et économiques, on peut relativement avancer. Et là, je suis d'accord qu'il y a des avancées sur les questions, par exemple, d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Je crois qu'on va faire des bons. Il y a la question des gratuités des soins. On va faire des bons à ce niveau. Au niveau de la santé, je crois qu'on va avoir de l'amélioration. Au niveau, par exemple, de la mise en œuvre d'un certain nombre de lois, comme la loi 081, je crois que la mise en œuvre est en train de se faire. Au niveau de l'emploi des jeunes, je crois qu'il y aura des initiatives. Même si moi, ce n'est pas vraiment ce que j'aurais souhaité en tant que Burkinabé sorti de l'insurrection. On devait être plus courageux que ça. Donc pour moi, tout ce qu'on voit là, c'est dans les limites de ce qu'on devait prévoir. Vous avez voté des gens qui ont pris l'habitude de travailler avec Blaise Compaoré dans la malgouvernance. Tout ça, ça ne peut pas changer. Ils ne peuvent pas se métamorphoser. Même si, quelque part, pour avoir été insurgés, ils avaient la légitimité de dire qu'ils allaient proposer autre chose, vraiment différent de ce que le CDP a fait pendant 27 ans. Ça, ils avaient cette légitimité. Maintenant, c'est ceux qui voulaient y croire qui ont cru. Moi, je ne suis pas étonné par quelque chose. Oui, et parfait, Silga. Est-ce que pour vous, il aurait fallu une rupture dans la gestion avec ce qu'on avait connu il y a 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré? Je ne sais pas comment répondre à votre question, parce qu'en réalité, nous sommes à 1 an de l'élection. Bon, on dirait même qu'il faut attendre même 1 mois. Dans 1 mois, c'est-à-dire que le 29 décembre, pour dire qu'on a à l'an 1 de l'accession de Roch Marc Christian Kaboré au pouvoir. Et certainement, au stade où nous en sommes, il y a encore des chantiers qui doivent être ouverts. Et notamment, le chantier le plus important, c'est certainement celui de la justice. Parce que c'est dans le domaine de la justice, c'est dans ce domaine-là que les attentes sont encore nombreuses. Parce que avant l'insurrection, il y avait déjà des dossiers importants. Quand on parle de Thomas Sankara, quand on parle de Norbert Zongo, ça parle au Burkinabé. Parce que vous voyez. Et donc, 1 an après, 2 ans après, disons, on se retrouve, en fait, aujourd'hui, dans une situation où les attentes sont encore là. Disons que les jugements qu'on attendait ne sont pas encore là. Donc, évidemment, les Burkinabés attendent de voir dans ce domaine-là qu'est-ce qui va être fait. Comment les choses vont... Mais pour les 1 an, le MPP et ses alliés estiment qu'ils ont posé les bases et certainement qu'il faut que nous soyons patients pour le reste. Il reste 4 ans encore de pouvoir. Oui, il reste 4 ans de pouvoir. Mais attendons de voir certainement quels sont les signaux qui vont être donnés. Parce que le problème, le MPP est venu trouver un certain nombre de difficultés qu'il faut reconnaître qui sont justes, qui sont peut-être... Les attentes sont tellement nombreuses qu'il se demande même par quel bout il faut prendre les choses. Voilà pourquoi, par exemple, nous avions estimé que le président Roch était un président diesel, parce qu'on ne sentait pas véritablement les choses bouger dans les premiers mois de sa gouvernance. Mais est-ce qu'au bout d'1 an, on peut dire que la machine a démarré? Moi, personnellement, j'ai envie de dire il faut encore attendre de voir comment les choses vont se passer. Parce que1 an, c'est encore trop peu. Moi, j'estime... Donc pour vous, la machine n'a pas démarré? Que les choses ont encore du mal à démarrer, pour plusieurs raisons. Maintenant, ça n'exclut pas le fait que les Burkinabés demandent effectivement à ce que les choses aillent rapidement. Quand vous regardez les revendications, vous regardez le Fonds social qui est en train de bouillonner, on ne peut pas dire aujourd'hui que les revendications ne sont pas justes. Ça au moins, tout le monde est unanime là-dessus. Maintenant, quelle démarche le gouvernement prend pour prendre de façon globale toutes ces revendications? Je pense que c'est là qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on attend du gouvernement. Parce que quand vous traitez les revendications par corps de métier, vous avez le risque de continuer à aller droit dans le mur. Et donc pour vous, véritablement, il y a un problème dans la méthode? Il y a un problème dans la méthode. Il faut faire une grande concertation avec tous les corps de métier pour qu'on puisse arrêter un certain nombre de principes. Parce que si nous continuons à discuter avec tous les corps de métier, après les infirmiers, après le cimetière, ça va être les sénateurs.
Là, ça va être les enseignants. Après les enseignants, je ne sais pas quel autre corps de métier. Et là, avec la loi 081, il y a des choses qui ont été faites. On peut dire qu'il y a au moins 40 milliards, il y a eu une augmentation de salaire, mais les établissements publics de l'État n'ont pas été concernés. La loi 033. Voilà, donc il faut encore, je pense qu'il faut un dialogue sincère avec tous les syndicats pour pouvoir arrêter un certain nombre de choses. Sinon, on court le risque encore de voir la grogne sociale monter très très fort au façon. Boukari Ouba, est-ce que pour vous, tout ce qu'on a vu en un an était prévisible, comme l'a dit votre voisin Soumaïla Rabo, ou il aurait fallu une rupture, ou qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait que les Burkinabés s'attendaient à une rupture. Peut-être qu'ils se sont trompés en portant le choix sur des gens qui ne peuvent pas incarner la rupture, étant donné qu'ils ont été ceux-là, en tout cas, qui ont été les bâtisseurs du défunt régime. Je pense que c'est Arba Diallo qui avait dit que ce sont les architectes du CDP qui sont venus les rejoindre au CEPOP en parlant de Roch Marc Christian Kaboré, Simo et puis Salif Diallo. Donc ces architectes du CDP qui aujourd'hui, sous la bannière d'un autre parti politique, viennent pour proposer autre chose, ça va être très difficile pour eux de pouvoir tout de suite nous sortir autre chose avec un coup de baguette magique. Donc ça fait qu'ils prennent du temps. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas demander la compréhension de la population. Ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas eu le temps de proposer ce changement-là. Parce que pour moi, un an, même j'ai dit un jour de pouvoir, on doit pouvoir constater quelque chose. Parce que là où le MPP a véritablement échoué, c'est son entrée en scène. Dès qu'ils ont pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça fait qu'aujourd'hui, il manque toujours ces actes forts-là. Aujourd'hui, ce qu'on demande qu'on nous montre, ce n'est pas en tant que tel les fruits. On n'est pas aussi pressé que ça. Mais même les fleurs ne nous convainquent pas. Et si les fleurs aujourd'hui ne présagent pas de bons fruits, on se pose la question peut-être même que les graines n'étaient pas bonnes. Donc je pense que c'est tout un questionnement qui est là. Et certainement que ça va dépendre aussi des pollens. Absolument. Donc ça dépend absolument de beaucoup de choses. On se demande véritablement si le MPP est à même de répondre aux attentes des populations. Et là où on peut avoir peut-être un peu de compréhension, c'est d'admettre aussi que les attentes étaient énormes. Les attentes étaient énormes, mais n'empêche que c'est peut-être au regard de ça aussi que des gens ont choisi qu'il fallait prendre des gens qui connaissent le pouvoir. Malheureusement, ces gens qui connaissaient le pouvoir sont venus pour aller dans la continuité. Or, on n'a pas fait une insurrection pour aller quand même dans la continuité. Ça n'a pas de sens de faire une insurrection pour continuer à faire ce qu'on faisait. Quand vous regardez le pouvoir actuel, vous vous demandez s'il n'y avait pas eu d'insurrection, s'ils étaient venus normalement, dans un passage de pouvoir entre Blaise et puis Roch Marc Christian Kaboré, est-ce que les choses auraient été différentes? Non, c'est la même chose. Or, on veut constater un pouvoir qui descend. Peuvent être amenés à regretter Blaise Compaoré? Non, pas à regretter Blaise Compaoré, à regretter leur choix peut-être, le choix d'avoir porté le RSS au pouvoir. C'est peut-être cela, sinon pas à regretter Blaise Compaoré. C'était un acquis certain et indiscutable, le fait qu'on ait réussi à faire partie de Blaise Compaoré. Il ne faut pas regarder la personne. C'est un principe qui était consacré, qui est qu'après 2 mandats successifs, vous devez partir. Ça a échoué une fois en 2005. On a reporté l'échéance et cette fois-ci, c'était en 2015. Ça ne pouvait plus rater. Donc les Burkinabés ont réussi ce pari-là de faire partir le président qui était là, peu importe qu'il s'appelle Blaise Compaoré ou X. Donc ce n'est pas la personne qui est importante. Mais là où certainement les gens peuvent avoir du regret, c'est peut-être le fait d'avoir porté le choix sur ce trio-là qui est là, qui malheureusement ne semble pas porter les ambitions et répondre aux attentes de la population. Et je rappelle le slogan de Roch Marc Christian Kaboré, qui n'est autre que Roch, la réponse. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que nous avons la réponse? Pendant combien de temps les Burkinabés vont continuer à attendre cette réponse-là? Est-ce que, oui, je me permets de dire, quand Silga dit, oui, bon, on a fait 1 an, il faut encore attendre. Vous savez, en 2018, on ne sera plus dans le développement. On sera dans la campagne pour la présidentielle de 2020. Donc si aujourd'hui, il n'y a rien, je doute fort que dans 2 ans, il y en ait quoi. Mais on peut avoir des résultats. Avec le budget de 2017 qui se dessine, bon, si ça se passe comme c'est présenté, je dis
sur les questions sociales et économiques, on peut avancer. Mais le Il plus y a grand aussi regret... le PNDS, le programme national le plus de grand développement regret, c'est au niveau de ce qui apparaît comme vraiment de la mauvaise foi sur les questions de gouvernance, les questions de justice. Si le gars a dit que ce sont des questions essentielles et ce sont des questions principielles pour les insurgés et ce n'est pas normal et que le MPP se comporte comme ça sur ces sujets. Parfait, Sylvain. Je pense que il faut qu'on puisse avoir aussi, regarder un certain nombre de choses de façon vraie. Quand le MPP est arrivé au pouvoir, tout le monde sait ce qu'il y a eu, tout ce qu'il y a eu comme problème sous la transition. Et quand vous regardez les lois qui ont été votées, nous l'avons plusieurs fois écrit ici, la loi 081 n'aurait pas dû être votée. Vous ne pouvez pas voter une loi sans prévoir ce que vous allez, l'accompagnement financier. De mise en œuvre. Oui, mais il y a eu beaucoup de lois, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été menées de façon hâtive et que le MPP a dû gérer au nom de la continuité de l'État. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut prendre en compte qui peuvent expliquer effectivement qu'un certain nombre de choses ne bougent pas comme les Burkinabés le veulent. Ça, c'est important de pouvoir le dire. Mais ça n'enlève pas le fait que les attentes des Burkinabés sont là. Ça, c'est ce que je voudrais dire, en fait, pour qu'on puisse... Voilà. Oui, alors, Paul Miki Wamba, oui, est-ce que finalement, ce n'est pas nous qui sommes pressés, comme semble le dire non, Parfait on Sylvain? est pressé, peut-être, mais on a raison d'être pressé, parce que, rappelez-vous, les attentes étaient fortes à l'issue de cette insurrection, comme l'a rappelé Rambo. Aujourd'hui, on va dire peut-être qu'une année, ce n'est pas suffisant pour présenter un bilan positif. Rappelons-nous, lorsqu'il était question de faire les 100 jours de Roch Marc Christian pouvoir, on a eu le même discours. Aujourd'hui, c'est 365 jours. On dit que ce n'est pas suffisant. À la fin du mandat, on dira 5 ans, ce n'est pas suffisant. C'est comme ça qu'on va continuer jusqu'à 27 ans pour trouver que ce n'est pas suffisant. Il en faut combien finalement pour avoir des bilans? Donc aujourd'hui, on n'a pas les signaux qui rassurent. C'est ça le problème. Parce qu'on a des gens qui s'attendaient à beaucoup de choses. Rappelez-vous, il y a eu l'insurrection qui a été un succès. Tous ceux qui étaient dans les rues espéraient en tout cas avoir un changement. Donc les attentes sont fortes. Et ensuite, il y a eu la transition. Pendant la transition, on a Le pu le MPP a eu de vous faire comprendre que c'est lui qui est à l'origine de l'insurrection. C'est fabriqué quelque part dans un laboratoire. Au Sénasa, quelque part. On a entendu ce discours-là. Mais en temps, il y a eu la transition. Pendant la transition, le discours, c'était d'attendre. On demandait au Burkinabé, il faut attendre, c'est une transition, elle est fragile, il faut attendre l'avènement du nouveau régime, etc. Et ce nouveau régime est venu, on nous dit encore, il faut attendre. Bon, on peut comprendre l'un dans l'autre, en tout cas, les attentes des gens, les exigences des gens. Mais en même temps, moi, là où je vois le problème, c'est que c'est peut-être le langage de vérité qui a manqué. Il faut avoir un langage de vérité à tous les Burkinabés. S'il n'y a pas suffisamment d'argent, que l'on dépose sur la table le montant que l'on a et on pose la question comment on fait pour le partage. De là à satisfaire les revendications des uns, à ne pas satisfaire celles des autres, on ne peut qu'avoir une telle situation où la grogne sociale est assez forte. Donc c'est l'une des principales plaies, en tout cas, de ce régime-là après une année d'exercice. Donc l'un dans l'autre, pour l'avenir, il va falloir donc aller vers ce discours de vérité. On va peut-être attendre beaucoup du PNDS qui est l'unique discours de l'actuel Premier ministre Paul Kabati. On ne parle que de PNDS et on verra bien ce que cela va tenir. Mais en tout cas, les signaux ne sont pas très bons. Peut-être qu'il n'est pas tard pour rectifier le tir en attendant les 4 années qui restent. Boukari Woba. Moi, il y a une excuse qui ne passe pas toujours avec moi, c'est le fait de toujours dire c'est la faute de la transition pour avoir voté un certain nombre de lois. On peut reconnaître qu'il y a certaines lois qui posent problème, qui ont des insuffisances. C'est possible, mais il ne faut pas le dire comme pour faire croire que les gens du MPP, c'est des gens qui étaient sur Mars, qui attendaient que la transition finisse et ils descendent, ils prennent et ils gèrent. Quand on dit la transition au jour d'aujourd'hui, je me pose la question, c'était qui? Ils ont des structures qui ont participé aussi à la gestion de la transition. C'était eux-mêmes, ils y étaient. Au CNT, ils étaient fortement représentés. Représentés officiellement et même officieusement à travers certaines OEC. Ils étaient au gouvernement. C'est dans quelle instance le MPP n'était pas sous la transition? Ils étaient partout. Des gens ont même dit que c'était la transmission, que c'était la transition du MPP. Donc ils étaient là. Quand on votait la loi 081, qu'est-ce que les députés qui représentaient le MPP ont pu faire? Qu'est-ce que leurs ministres qui étaient au gouvernement ont pu faire? La loi sur la magistrature, le statut concernant les médias publics. Mais ils y étaient. Ils n'ont pas posé d'objection. Donc si on a voté, c'est pour mettre en œuvre. Donc ils auraient pu peser de leur poids, aussi bien le MPP que les autres partis, parce que ça aurait pu être un autre parti qui allait arriver au pouvoir et devait s'attendre à mettre en œuvre ces lois-là. Donc c'est au moment de l'adoption de ces lois qu'ils auraient pris un certain nombre de mesures qui puissent différer l'entrée en vigueur de ces lois-là. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, qu'ils assument. Ça ne peut pas être une excuse pour eux parce que ça ne les surprend pas.
Oui, Je peux Soumaïla rebondir Rabo, là-dessus. oui, Je suis on va content que vraiment aller on va vite pour dire terminer ça. sur ce sujet. Ça me plaît beaucoup. Et parce que le MPP, le problème qui plombe le MPP, là, ce sont les calculs politiciens et électoralistes. Ça veut dire, dans tout acte que le MPP pose, au lieu de voir les préoccupations des Burkinabés et le développement, on voit comment nous on fait pour nous faire réélire. C'est tout le problème. Et sous la transition, c'était la même chose. Vous savez pourquoi ils ont laissé passer certains textes? Parce que pour eux, ce n'était pas des problèmes. Que ce soit la loi 081, les magistrats, les militaires, ce n'était pas l'essentiel pour eux. Par exemple, il y avait la Constitution qui devait passer. Ils ont tout fait pour bloquer. Ce sont eux qui ont bloqué. Puisque pour eux, c'était la principale préoccupation. C'est l'erreur qu'il ne fallait pas faire. Tant qu'on ne touchait pas à la Constitution, parce qu'il fallait attendre que Roch arrive au pouvoir pour tailler une Constitution sur mesure pour lui, c'était l'essentiel. Il fallait tout faire pour qu'on n'ait pas une Constitution de la 5e République qui échappe au MPP. Donc, à calculer les choses comme ça, indéfiniment, vous n'allez pas faire du développement. C'est ça mon problème avec le MPP. Sinon, moi je crois que quelque part, c'est même bien que Dieu ait amené les Burkinabés à voter pour Roch Kaboré. C'est pour qu'ils assument là, avec tous ses amis, le passif de Blaise Compaoré, puisqu'ils sont comptables de ce passif-là. Comme ça, quand un nouveau pouvoir va venir après, eux, ils auraient géré tout ce qu'ils ont créé comme problème avec Blaise Compaoré, et puis on va partir sur de nouvelles bases. Donc on est encore dans de nouvelles transitions. Nous sommes dans la transition. Nous sommes encore dans de nouvelles transitions. Juste avant d'aller au second sujet, hier, à l'occasion de la conférence de presse du MPP, pour la première fois, le président de l'Assemblée nationale s'est prononcé sur la polémique des tablettes de l'Assemblée nationale. Paul Mikirwamba, votre commentaire très rapidement avant qu'on ne passe au second sujet. Je dirais qu'on a entendu des phrases qui choquent lorsque le président de l'Assemblée nationale dit qu'on s'en fout, alors qu'on a entendu des ESC, beaucoup de gens, et pas des moindres, dire que c'est une violation de la loi portant répression de la corruption au Burkina Faso. On se demande finalement où est-ce qu'on va avec un tel discours. Moi, c'est ce que je retiens, le petit bout de phrase, on s'en fout de là où ça vient. On n'a pas regardé la marque même des tablettes qu'on a reçues. Ce sont des propos qu'on a entendus. Même un petit enfant, quand tu lui donnes un cadeau, il demande c'est quel tonton qui a donné le cadeau pour que je puisse le remercier comme il se doit. On a ça. Mais lorsque quelqu'un reçoit, il est député, une tablette, il ne sait pas qui a donné, il prend. Et lorsque le député, à travers le président de l'Assemblée nationale, dit qu'il ne sait pas qui a donné la tablette, pour moi, ça pose un gros problème parce que d'abord, l'origine même de ce cadeau, on ne s'en préoccupe pas, on prend seulement. Donc, c'est vraiment choquant pour un président de l'Assemblée nationale. Et puis, bon, je suis d'autant plus content par le fait qu'il y a des députés également qui n'ont pas pris ces tablettes-là. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Lorsqu'il dit qu'il a distribué, il y en a qui ont rejeté, qui n'ont pas pris ces tablettes jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'à un moment donné, il faudra faire le bilan sur les 130 tablettes, combien ont été distribuées, qui sont ceux qui ont déjà pris, et puis montrer également ceux qui n'ont pas pris, parce que ça pose vraiment ce problème. On pourrait revenir sur ce sujet dans le débat de presse les prochaines fois. Oui, Boukari. Bon, c'est vraiment le mot qui n'est pas approprié. Qu'une autorité, la deuxième personnalité du pays dise on s'en fout. Moi, le terme on s'en fout, pour moi, ça s'arrête au grain de thé. Quand je suis avec des camarades là-bas, souvent, je peux le dire on s'en fout, mais je ne tiendrai pas quand même des propos d'une certaine autorité où je dirais on s'en fout. Parce qu'on s'en fout, au-delà de faire croire qu'ils s'en fichent de l'origine des tablettes, ils s'en foutent de tous les Burkinabés qui se sont indignés de la loi. Du fait, exactement. Ils s'en foutent des Burkinabés et ils s'en foutent de la loi. Or, ça, c'est pas normal. Il est le garant, quelque part, de la loi. Et ce n'est pas le fait même qu'on leur ait donné les tablettes qui pose problème. Le simple fait que le gouvernement a accepté le cadeau, ça pose problème. Et même si les tablettes n'étaient pas arrivées à l'Assemblée nationale, Dr Salifou Diallo, il aurait pu, quelque part, interpeller le gouvernement sur le fait que ce cadeau-là, il ne devait pas le recevoir. Donc ce n'est pas le fait seulement qu'on ait transmis ces tablettes-là à l'Assemblée nationale. Véritablement, ça pose problème et ça n'efface pas l'infraction. Elle est là. La loi, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Elle est écrite et elle s'applique à tous les Burkinabés, qu'ils assument leur faute. La loi est dure, mais elle reste la loi. Deuxième sujet ce matin, le ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, était face à la confrérie des Dozo de la région de l'Ouest le mardi 29 novembre dernier à Bobo-Dioulasso. Et cette rencontre avait pour objectif de les informer sur l'existence d'un décret qui a été adopté par le Conseil des ministres portant la police de proximité. Mais au-delà de la rencontre, il
les objectifs visaient également à aplanir certaines dissensions entre Dozo et Kogluego qui ambitionnent de s'installer dans l'ouest du Burkina. Parfait, Silga. Est-ce que nous sommes ici dans une situation de face à face, Dozo-Kogluego? Non, on espère tous que ça ne va pas arriver. Et heureusement que le ministre Simon Comporé a réussi quand même à dire l'installation des Kogluego, ça ne vient pas des autorités, ce n'est pas nous qui leur avons dit d'aller à l'ouest pour le faire. Parce que de toute façon, on sait que c'est une association et l'adhésion à une association, on le sait, est volontaire. Et donc, si les populations, si les responsables coutumiers de l'ouest ne sont pas d'accord avec l'installation des Kogluego, mais que Boukari, Kaboré, le Lion arrêtent, tout simplement. Voilà. Mais moi, j'ai bien l'impression que après avoir échoué dans la politique, le Lion veut se trouver une autre rampe de lancement. C'est ça qui me pose problème. Mais je dirais une chose... Et il souhaite rugir par les Kogluego. Voilà. Donc, je pense que la mise au point de Simon Comporé était vraiment nécessaire. Était nécessaire dans ce débat. Parce que après, on a écouté l'un des responsables de Dozo qui a dit si les Kogluego continuent, il y aura l'affrontement. Et ça, ce genre de propos, c'est une alerte à prendre au sérieux. C'est très, très dangereux. Je pense qu'il faut qu'on puisse arrêter ça pendant qu'il y a encore temps. Boukari Ouba, on a vu l'argument que les Kogluego sont partie intégrante de la police de proximité et a du mal à prospérer. Hier, en Assemblée générale, ils ont rejeté la proposition de faire partie de la police de proximité. C'est exactement ça. Je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines déjà, ils s'étaient retrouvés à Kombisiri, où ils avaient mis le débat sur la table. Ils n'avaient pas pu trancher, donc ils s'étaient donné rendez-vous hier, samedi 3 décembre, pour décider définitivement. Ce qui est ressorti, c'est qu'effectivement, ils rejettent cette proposition du gouvernement de faire partie intégrante de la police de proximité. Nous l'avons écrit à mutation dans notre numéro passé. On regarde les conséquences, les implications d'une telle intégration des Kogluego à la police de proximité. Ça pourrait être une bonne chose, mais on pourrait aboutir à toute autre chose que Kogluego. Kogluego, c'est ce que nous avons vu depuis 6 mois ou je ne sais pas depuis quand, avec les services corporels, avec les amendes, avec des prisons et tout ce qui s'ensuit. C'est ça Kogluego. Si vous enlevez ça, ce n'est plus Kogluego, ça devient police. Or, qu'est-ce que Kogluego ne veut pas? C'est la police Kogluego ne veut pas. Ce que la police est là, Kogluego ne veut pas ça. Donc Kogluego ne peut pas être ce que lui-même ne veut pas. Ce que lui-même il condamne là, ce qu'il rejette, vous n'allez pas vouloir que Kogluego soit ainsi. Si c'est pour être ça, donc il préfère peut-être disparaître. Donc c'est une solution radicale qui est là. Ou bien ils existent, ils sont eux-mêmes, ils sont Kogluego, ou bien ça n'existe pas. Autrement, la police de proximité, c'est autre chose. Ce n'est pas Kogluego. C'est un principe qui a existé depuis longtemps, depuis au moins 2003-2005. On était dans cette histoire de police de proximité, ça n'a jamais prospéré. Donc je pense que véritablement leur sortie d'hier là, j'imagine que le ministre d'État est en train de cogiter de les recadrer comme le souhaite le gouvernement. Absolument. Moi vous savez, ça a toujours été ma position. Hein. Je me suis demandé comment on pouvait les recadrer. On n'a pas été à la base. Vous n'avez pas été à la base de quelque chose. Vous allez les recadrer comment? Ils sont nés d'eux-mêmes. Ils ont prospéré. On a regardé. On a laissé faire. On dit même que pendant la campagne, il y a des hommes politiques qui, pour effectivement des intérêts, voilà, sont allés leur dire, bon, quand on va arriver au pouvoir, on va gérer votre cas. On va s'entendre. Mais ils sont arrivés maintenant, ils n'arrivent plus à s'entendre. Il va falloir gérer. C'est un dossier qui est lourd. Et par rapport au Lion particulièrement, moi, là où je suis inquiet, c'est vraiment sa personne. J'ai beaucoup de respect pour l'intéresser, mais le fait d'être à la fois un homme politique et d'être un militaire, je crois qu'avec la révision de sa carrière et autres, il doit être colonel même. Donc, je ne peux pas imaginer qu'un colonel de l'armée, même s'il est à la retraite, qui soit d'une manière à la tête de groupuscules, de mouvements que d'aucuns pourraient qualifier de milices. Ce n'est pas trop loin de ça. Je ne dis pas que les Kogluego sont des milices, mais ce n'est pas très loin de ça. Il peut avoir quand même on les appelle des milices d'autodéfense. Moi, je pense que le Lion devrait être en retrait de ça. Ça convient bien aux gens comme les Django, comme les Ben Laden. Django qui est d'ailleurs votre oncle. Absolument, mon parent. Donc je pense que pour le Lion,
ça pose quand même un petit problème. Oui. Paul Mikirwamba, le ministre de la Sécurité, estime qu'il est serein malgré le rejet des Koluego, de cette police de proximité. Il annonce d'ailleurs une prochaine tournée dans tout le pays. Est-ce que la stratégie de proximité reste à revoir? Non, la stratégie reste à revoir, surtout avec les Koluego, parce que vous avez certainement suivi ce rejet dont vous parlez. Le ministre dit qu'il est serein. Bon, tout ne dépend pas de lui finalement. Mais là où il faut voir la chose, c'est que, rappelons-nous, au départ, lorsque le Koluego a été entendu au Burkina Faso, lorsqu'on a commencé à parler de Koluego, le ministre d'État avait dit à l'époque qu'ils étaient utiles pour la sécurité, il fallait les encadrer. Donc il s'est inscrit dans une dynamique d'amadouer à la limite ces groupes d'autodéfense. Et lorsqu'on le fait, on ne peut pas se tenir aujourd'hui de voir qu'il commence à demander plus qu'il n'en faut. Vous avez certainement été témoin du fait que Boukari Kaboré dit de Lyon a fait la proposition que Koluego soit rattaché à la présidence du Faso. Imaginez une telle proposition indécente. Si on les laisse faire et on continue de les amadouer, un jour ils vont dire qu'il faut qu'ils participent à la réunion des partenaires du Burkina Faso à Paris pour le PNDS. Ils vont réclamer même leur place en conseil des ministres, etc. C'est comme ça on continue. Donc il va falloir que le Koluego, comme son nom l'indique, reste en brousse, loin des Koussiam, et puis continue de sécuriser les Burkinabés. Je voudrais revenir très rapidement sur ce qui s'est passé à Bobo-Dioulasso avec cette rencontre avec les Dozo, puisque c'est le sujet. On aura constaté qu'il y a eu problème de communication au début parce que les Dozo, selon les informations qui nous sont parvenues, sont partis du Grand Ouest du Burkina pour la rencontre de Bobo-Dioulasso avec l'idée que Simon Compaoré venait pour soutenir Boukari Kaboré le Lion pour l'installation des Koluego dans l'Ouest. Et lorsqu'ils sont arrivés, les dialogues ont permis de comprendre que le sujet était tout autre. Il était question d'expliquer le bien fondé de la police de proximité. Et heureusement, les deux parties se sont bien compris. Donc c'est un gros chantier comme ça. Pour le ministre non, mais Boukari Kaboré dit le Lion s'était exprimé dans une certaine presse en expliquant qu'il a même été convoqué par le chef des Bobo Mandara pour se faire entendre que nous ne voulons pas de Koluego dans l'ouest du Burkina et dans la partie qui relève du chef Bobo Mandara. Oui, ça a été fait. Il a été, entre guillemets, recadré par les Dozo, ou du moins les chefs coutumiers, en tout cas de la localité de Bobo-Dioulasso. Ça, c'est un fait. Donc, ça montre un peu... Et donc, quand on est autorité et qu'on apprend des choses comme ça, est-ce qu'il ne serait pas mieux d'aller au devant pour désamorcer la bombe qui se profile à l'horizon? Et c'est certainement ce qu'a dû faire le ministre. Oui, justement, c'est ce qu'a fait le ministre. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a eu problème de communication parce que le Dozo avait pensé qu'il venait en soutien à Boukari Kaboré le Lion. C'est ce que je relève. Sinon, c'était une bonne chose qu'il aille sur le terrain, à Bobo-Dioulasso notamment, pour tenter de désamorcer la bombe, comme vous le dites, parce qu'on n'était vraiment pas loin de cet affrontement. Vous avez entendu les propos de part et d'autre. Donc, on a voulu faire un passage en force pour ce qui concerne les Koluego. Les Dozo se sont interposés et on aura remarqué que les Dozo, c'est une vieille tradition dans la partie ouest du Burkina. Depuis Orodara, Banfora, Dédougou, Bobo-Dioulasso jusqu'à Gawa, on les rencontre et ils sont très bien organisés. Il va falloir que, comme l'a dit le ministre lui-même, qu'il laisse chaque communauté s'organiser pour sa propre sécurité. Maintenant, pour venir sur cette histoire de police de proximité, il va falloir encore une fois de plus réfléchir parce que je pensais que le décret avait été pris en rapport avec le Koluego. S'il commence à bouder la police de proximité, il va falloir trouver d'autres stratégies pour que la lutte contre l'insécurité ne soit pas un élément d'insécurité. Hypothéqué, voilà. Et en même temps, on pourrait se poser la question, est-ce que Koluego et police de proximité sont incompatibles? Oui, finalement, c'est la question que l'on se pose et la réponse peut être à l'affirmative parce qu'on n'a pas les mêmes procédés. Vous avez écouté Boukari Kaboré le Lion qui s'illustre de plus en plus comme étant le chef de Koluego autoproclamé. Il a présenté la méthode de Koluego, on pourchasse, on attrape, on frappe, on ligote et puis on remet. Ça, ce n'est pas ce qu'on imagine pour la police de proximité parce que dans le fond, c'est le droit et il ne faut pas ligoter les gens, il ne faut pas les châtier, il ne faut pas leur infliger des amendes, etc. Donc, il y a ce télescopage-là qu'il va falloir éviter à tout prix. Oui, et juste pour terminer sur ce sujet du Koluego. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'incompatibilité, puisque moi-même, je suis de ceux qui pensent qu'on doit intégrer le Koluego dans la police de proximité. Hier, j'ai eu du mal à comprendre la position de Koluego sortie de Combisserie, mais après, j'ai compris, en fait, quand j'ai écouté Rassa Kamnaba, en fait, il semble dire que ce qui a présidé à la création des groupements d'autodéfense Koluego, c'est le manque de confiance entre les populations et les services de sécurité. Alors que la police de proximité telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est un embrigadement des Koluego avec à leur tête ou bien un gendarme ou un policier. Alors qu'eux, ils sont convaincus qu'il y a des gendarmes et des policiers qui sont de mèche avec les bandits, qui les informent et qui leur disent on partage le butin quand vous aurez fait le travail.
Les Corlerots sont convaincus de ça. Donc, ils se voient mal en train de faire une réunion avec un commissaire de police ou un commandant de brigade de gendarmerie qui va après appeler un gang pour dire, voilà, les gars là, ils vont vous prendre. Hein, voilà. Je crois que leur esprit, c'est ça. Maintenant, pour moi, ça peut se résoudre par le dialogue. Si le ministre, effectivement, va vers les Corlerots, il peut expliquer en quoi la police de proximité peut exister sans gêner le travail des Corlerots, qui est aussi un travail de renseignement. Parce que les Corlerots étant toute la population et étant le meilleur service de renseignement qu'on peut avoir dans un village, je crois que la place des Corlerots existe. Hein, et elle doit participer au renforcement du travail de la police de proximité. Maintenant, comment l'armature va se faire, l'architecture, pour que les Corlerots ne se sentent pas embrigadés, c'est ça qui doit faire l'objet des dialogues. Et moi, je crois que ça peut se comprendre. Parce que vous savez, ceux qui sont dans le groupement d'autodéfense Corlerots, bon, ce pas des gens qui savent lire, comprendre un décret. Voilà, donc il faut expliquer et voir au niveau opérationnel comment ça va se faire. Mais si vous leur dites, vous allez faire des réunions périodiquement et celui qui préside les réunions, c'est le gendarme, le policier, et puis après, vous attendez les instructions, c'est pas sûr que ça passe. Oui. Troisième sujet de débat, Parfait Silga, la conférence de presse du mouvement Plus Rien ne sera comme avant. Dans la matinée du 30 novembre dernier, Idrissa Nogo, coordinateur du mouvement Plus Rien ne sera comme avant, qui avait invité la presse pour, selon ses propres termes, se prononcer sur le bilan de la grève des agents de santé, a été interrompu de façon musclée par ses propres camarades. Et décidément, on a envie de dire que plus rien n'est comme avant. Mais moi, je dirais que c'est un fait divers, parce que quand nous avons reçu, en tout cas à notre temps, quand nous avons reçu l'invitation pour cette conférence de presse, nous n'avons même pas daigné y répondre, parce que d'abord, c'est un confrère, qu'il m'excuse, mais il est connu comme le loup blanc, il est connu comme l'homme des situations choc, en tout cas durant la transition. Et ce mouvement qu'il dirige là est effectivement à l'image d'un certain nombre de mouvements qui ont poussé comme des champions pendant la transition. Et un certain nombre de mouvements de la société civile qui ont cru apporter un plus dans l'organisation, en tout cas dans l'animation de la vie politique, qui se sont accaparés. Mais comme lui-même il l'a dit, à la fin, en faisant le commentaire, c'est une histoire de ventre et de bas-ventre. Bon, effectivement, ce mouvement... Question de tube digestif. Mais il a dit, lui-même il a dit, moi je reprends ses propos, il a dit que c'est une question de ventre et de bas-ventre. Donc, moi je n'ai plus rien à ajouter pour les agissements de... Maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui disent, oui, les journalistes ne devraient pas présenter ce genre d'événement. Mais qu'est-ce qu'un journaliste? Quel travail fait le journaliste? Le journaliste est là pour donner à voir et à entendre ce qu'il a vu et entendu. Mais pourquoi vous voulez que des gens qui ne s'entendent pas, des gens qui sont même qui en viennent même aux mains, pourquoi vous voulez que la télévision ne le présente pas? Mais il aurait fallu que cet événement n'ait pas lieu pour que les journalistes ne le présentent pas. Et comme je l'ai dit, l'information c'est un choix. Nous avons choisi de ne pas aller à cette conférence de presse. Ceux qui choisissent d'y aller voient un intérêt précis et c'est cet intérêt qu'ils présentent aux lecteurs. Donc, je pense que les gens font un mauvais procès à la presse, quoi. Oui, et Boukari Ouoba, effectivement, comme l'a dit Silga, la polémique n'est pas tant dans le spectacle que nous offrent les organisations de la société civile, comme le mouvement Plus Rien ne sera comme avant au quotidien, mais bien plus dans le rôle de la presse, dans la fabrication des stars. On nous reproche de fabriquer des zéros à la place des héros. Oui, ça arrive d'une certaine façon des héros à moindre frais, mais enfin, la presse est dans son rôle. Mais ça reste tout de même une question de choix, comme Silga le disait tout à l'heure. Personnellement, je sais que je n'aurais pas pu être à cette conférence de presse parce que je ne vois pas qu'est-ce que je pars chercher comme information là-bas. Mais ça ne me meut pas, je n'y vois aucun inconvénient que la presse aille couvrir l'événement. Comme je l'ai dit, c'est une question de choix. Surtout pour la presse quotidienne. Moi, particulièrement, qui suis un bimensuel, je n'ai pas trop intérêt à des sujets tellement factuels, mais je pense que pour la presse quotidienne, c'était quand même important d'aller voir qu'est-ce qu'ils veulent dire. Maintenant, vous pouvez arriver
on vous lit une déclaration liminaire et vous partez et vous pipez mot. Vous ne dites rien là-dessus. Ça aussi, c'est un choix que le journaliste peut faire. Aussi, en allant, tout en écrivant même, vous pouvez décider, parce qu'on peut consacrer une page à un événement, on peut lui consacrer une demi-page, on peut lui consacrer un quart de page. Et pour la presse audiovisuelle, ça peut être juste un flash. Voilà, vous imaginez, voilà, sans voix. Oui. Vous imaginez, mais on a exemple. l'impression que souvent, les journalistes, pour des événements qui n'en valent pas la peine, on leur accorde vraiment un temps disproportionnel. Là aussi, ça pose problème. Or, il y a des événements, il y a des sujets sur lesquels, quand la presse s'y présente pour couvrir, vous pouvez traiter le sujet en 3, 4 éléments même. Tellement il y a des choses importantes à dire qu'il ne faut pas faire juste un élément de 1 minute, 30 secondes, 90 secondes. Ce n'est pas suffisant. Vous pouvez le traiter en 2, 3, 4 éléments. Et il y a des événements pour lesquels vous partez, c'est vraiment une brève. Mais là, je pense qu'on n'a pas toujours le bon discernement pour traiter les sujets proportionnellement à leur valeur, à leur charge informative. Et là, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais bon, peut-être c'est la bagarre là qui a amené qu'il y a eu le tapage. En ce moment, à partir du moment où il y a eu bagarre, c'est devenu un événement. Peut-être que moi, même si j'y avais été comme ça à tout hasard et que je n'ai pas l'intention de couvrir, à partir du moment où il y a eu bagarre, je vais m'interroger quand même pourquoi est-ce que des ESC en viennent à se frapper. Ça fait scandale. Et une fois de plus, c'est dommage même que ça soit chez nous. Je veux dire, chez la presse, puisque ça s'est passé au Centre national de presse Norbert Zongo, c'est dommage que chaque fois ce soit là-bas. Oui. Exactement. C'est dommage que ce soit là-bas qu'ils viennent se frapper. On se rappelle aussi que après l'insurrection, en voulant mettre en place le Conseil national de transition, des EC se sont frappés là-bas lors de la désignation de leurs membres. Donc ça, c'est dommage. Et j'appelle les gens à respecter le Centre national de presse Norbert Zongo, qui n'est pas un ring. Ce n'est pas un ring. Paul Miki Rwamba, les OSC, est-ce que ces organisations de la société civile n'ont pas à travailler à faire un tri nécessaire dans leur rang avant de jeter certainement la première pierre sur les médias? Oui, ça c'est vrai, vous l'avez dit au début, hein, on fabrique les héros qui en réalité ne sont que les héros, ça c'est vrai. Mais en même temps, ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est la même presse qui défait les héros. Avec ce qui s'est passé dans l'affaire Plus rien ne sera comme avant, comme il faut le nommer maintenant, je ne crois pas que si le coordinateur ou l'un quelconque des membres fondateurs de ce mouvement sort demain pour parler, on va accorder du crédit à ce qu'il dit. Parce qu'à partir de ce moment où ils se sont fourvoyés en public, ils ont lavé leur linge sale devant les journalistes, à partir de ce moment, le mouvement n'existe plus pour moi, parce que c'est fini, la crédibilité là, c'est terminé complètement. Donc ce sont les journalistes également qui vont défaire les stars. Alors ça pose un sérieux problème au niveau de la gestion des OSC. Moi, je suis content de ce qui est arrivé au mouvement Plus rien ne sera comme avant. Je suis désolé de le dire, tout comme je suis content de ce qui est arrivé au mouvement CAR. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un temps où on a dit que ces mouvements parlent pour rien, alors que derrière eux, il n'y a pas un monde. Ce sont les leaders, c'est-à-dire les têtes de ces mouvements qui sont connus et on s'en tient à ça. À l'intérieur, il n'y a pas de démocratie, c'est ce que l'on a constaté avec ce qui arrive au sein de presse Norbert Zongo, malheureusement. Le président en fait à sa tête, ou le coordinateur en fait à sa tête, il prend les décisions seul, il les exécute seul, il va gérer les audiences seul, il prend l'argent seul, il bouffe seul, etc. Donc c'est pour ça qu'on a eu cet incident qui arrive au Centre national de presse Norbert Zongo. Donc pour moi, il fallait s'attendre à ça, plus ou moins, parce que le manque de démocratie, lorsque quelqu'un, par exemple, dit qu'il est secrétaire général et que sa voix ne compte pas, et qu'on tient une instance, on prend une décision à l'intérieur, et que le lendemain, le coordinateur tout seul fait autre chose, on ne peut qu'aboutir à ces genres d'altercations comme ce que l'on a connu. Alors, les OSC, ça perd beaucoup de crédit. Heureusement qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Il y en a qui sont assez crédibles. Mais on attend de voir ce que les prochains jours vont nous montrer. Peut-être qu'il y a d'autres OSC également qui vont faire les bagarres en public. Et ça serait une bonne chose pour qu'on sache qui est OSC, qui ne l'est pas. Oui, Soumaïla Rabo, quatrième... non, je voudrais parler du Mpresca quand même. Non, pour moi, il n'y a pas de problème, que ce soit au niveau des OSC ou des journalistes. Tout est naturel. Voilà. Ces OSC-là sont nés pour quoi? Pour chasser Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est parti. Voilà, c'est le déclin. Voilà, il faut bien se trouver quelque chose sous la dent. Non, mais pas maintenant. Il faut attendre une autre insurrection pour revenir. Voilà. Vous dites que la presse a fabriqué des quoi, qui n'est pas légitime pour parler des problèmes du Burkina Faso. Vous voulez que nous, on trie des gens pour faire des interviews parce qu'ils ont... non, vous ne comprenez pas. Je ne dis pas que le journaliste ne fait pas des choix éditoriaux. Mais vous n'avez pas le droit de légitimer ou de délégitimer
un Burkinabé parce que vous pensez qu'il ne dit pas ce que vous pensez. Non. Donnez la parole aux gens. Et si ces gens-là sont suffisamment légitimes pour représenter le peuple, on va le savoir. Dans tous les cas, vous parlez, vous écrivez pour des gens intelligents. Si ces gens-là sont des plaisantins, ça va se savoir. Mais vous ne devez pas refuser de donner la parole aux gens. Je dis ça parce que tout de suite, sur l'affaire de la chambre de commerce, je fais un peu une parenthèse. Des gens ont dit non, si quelqu'un n'est pas commerçant, il ne doit pas parler de la chambre de commerce. Il a fallu que des gens qui ne sont pas commerçants chassent Blaise Compaoré à Lisette Gando pour que vous trouviez ce nouveau rôle-là de vouloir diriger la chambre de commerce. Il fallait faire un travail de base. Donc ces personnes-là sont légitimes pour parler des problèmes du Burkina Faso. Maintenant, si le gars peut choisir de ne pas traiter Impresca, mais moi, je suis un journaliste, je traite Impresca. Et puis après, je fais de ce que Impresca a dit ce que je veux par rapport à la ligne éditoriale de ma radio. D'accord? Donc on ne peut pas m'imposer des héros et m'interdire des zéros. Moi, je peux interviewer un zéro parce que je sais ce que je veux en faire. Voilà. Donc je crois que ce n'est pas un débat sur lequel on peut épiloguer parce que c'est trop subjectif. Et c'est pourquoi nous sommes dans des organes de presse différents. Ouais. Sinon, on aurait fait Radio Nationale, Télévision Nationale, et puis tout le monde va travailler là-bas. Oui, un peu comme en Gambie. Peut-être, je ne sais pas. Voilà, la transition, juste pour parler du dernier sujet de ce débat de presse. Je le disais en introduction, l'échec des pronostics et autres sondages, notamment avec la défaite de Yaya Jammeh, qui reconnaît sa défaite. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le système de vote gambien est un système unique au monde, transparent. Boukari Ouba. Ça, vraiment, s'il y a quelque chose de positif à aller chercher dans ce pays-là, en Gambie, un pays de moins de 2 millions d'habitants, c'est vraiment ce mode de scrutin. Je ne sais pas si c'est le mode, mais le mécanisme en lui-même. Si vous avez 3 candidats, vous avez 3 urnes. Vous avez 6 candidats, vous avez 6 urnes. C'est-à-dire une urne pour chaque candidat. Vous venez, il n'y a pas d'amalgame, vous introduisez non pas un bout de papier, mais des billes. Voilà, donc c'est vraiment extraordinaire cette façon de faire qui tranche avec tout ce qu'on voit ailleurs. Nous, on a juste copié ce qu'on a vu ailleurs. Je ne sais pas d'où est-ce que la Gambie allait chercher ce modèle-là, mais moi, ça me parle, ça me séduit. On peut faire comme eux, ou on peut aussi imaginer une autre façon de faire. Mais bon, ça c'était l'élément à côté. Je pense que le plus important, c'est le résultat des votes, mais peut-être même moins les résultats des votes que la posture de Yaya Jammeh. Je pense que ce qui fait l'événement, ce n'est pas la défaite de Yaya Jammeh, mais la manière dont il prend sa défaite. On le voit au téléphone, en direct devant la presse, qui appelle notre compatriote, j'allais dire, Adama Barrow. Peu importe qu'il y ait un W à la fin, c'est Adama Barrow, c'est notre compatriote. Donc, qui l'appelle pour lui dire félicitations, vous êtes le nouveau président. Et ça, depuis, bon, le type, il a pratiquement fait ses valises. Mais je disais il y a 2 jours que je suis encore prudent. Hein? Je suis encore prudent. Non, mais est-ce que Boukari Ouba, ce n'est pas peut-être parce que les Blancs l'avaient déjà peint comme dictateur et que la presse, en dominance internationale occidentale, nous présente ces faits comme tels que dans l'inconscient, on soit amené à vouloir être assez prudent. Oui, c'est possible, mais on a vu aussi quand même qu'il avait des manières tout à fait singulières. N'oubliez pas qu'il avait déclaré la Gambie État islamique. Ensuite, il en a fait un royaume. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui c'est quoi exactement. Il soigne le sida. Il semble qu'il est issu d'une grande famille de tradition maraboutique, guérisseur. Donc, en tant que chef d'État, je pense que ça ne devrait plus être sa priorité. Ce n'est pas à lui de soigner les Gambiens. Il n'a pas ce temps-là. Mais il dit qu'il fait tout cela. Bon, il était connu comme quand même quelqu'un qui bâillonne les libertés publiques. Ça, je pense, c'est une évidence. Voilà. J'ai un collègue qui a voyagé il n'y a pas si longtemps en Gambie, qui est revenu, vous savez, entre la Gambie qui est incrustée dans le Sénégal, et pourtant, ce n'est pas facile, la cohabitation même entre Sénégalais et Gambiens. Oui, Paul Mikirwamba et Boukari Ouba l'a dit, c'est peut-être dans la manière, la façon de faire, peut-être qu'il
et frappe beaucoup plus. Yaya Jammeh aurait pu dire, je conteste les résultats et il n'y aurait rien eu. Oui, c'est peut-être une grande porte de sortie honorable pour ce président qui a été, comme vous l'avez dit, présenté par l'Occident comme un dictateur. Vous savez, après 22 ans au pouvoir, c'est ce briquet que l'on colle très facilement. Mais on a vu quand même, en toute sportivité, il a reconnu les défaites de ces élections aux résultats incontestables. Et tout de suite, il a appelé son opposant pour le féliciter. Donc c'est pour moi une porte de sortie très honorable pour le président, désormais l'ex-président gambien. Maintenant, comme l'a dit Boukari Ouba, il faut attendre les prochains jours pour voir si c'est sincère, tout ce que cela a été dit, s'il ne va pas mettre des bâtons dans les roues de celui qui est nouvellement élu, parce que comme vous le savez, il a été pendant un certain temps son adversaire politique, même si on dit que le nouveau président n'était pas très connu des Gambiens, en tout cas avant les 6 derniers mois donc, pour la présidentielle. Bon, pour moi, il faut donc attendre. C'est peut-être qu'il a tiré leçon de ce qui s'est passé ailleurs, dans d'autres pays, dans le Burkina, pour savoir qu'on peut régner pendant longtemps et puis perdre tout l'honneur et puis bon, se retrouver dans un pays d'exil sans même recevoir la visite de ses amis. Donc c'est vraiment une bonne porte qu'il a saisie. Et même aller changer de nationalité. Changer de nationalité, tout cela a été vu ailleurs. Ça arrive, en tout cas, oui. Je ne sais pas où, mais en tout cas on a vu des exemples pareils. Donc pour moi c'est vraiment honorable, une bonne porte de sortie pour le président gambien et on va espérer que c'est vraiment sincère. Soumaïla Rabo. Et vous savez, moi je crois qu'on doit analyser les choses différemment. Est-ce que le problème c'est pas nous-mêmes, les journalistes, les analystes et ceux qui se présentent comme les intellectuels, quoi, africains, oui, les grands éditorialistes, oui, est-ce que le problème, c'est pas nous? Est-ce que c'est vraiment le peuple, les chefs d'État, etc. Voilà, parce que les élections, c'était le 1er décembre en Gambie. Le 30, vous avez vu les journaux au Burkina. Élection en Gambie, pourquoi faire? Il y a élection en Gambie aussi. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un problème, nous-mêmes. Et puis, ça arrive à un bon moment. On a vu Trump aux États-Unis. On a vu François Hollande tout de suite. Nous avons choisi, à travers notre disque dur formaté francophone et occidental, là, de prendre des positions a priori. De tout de suite dire, ceux-là sont les bons, ceux-là sont les mauvais. Sans relativiser et sans prendre du recul. Et diaboliser les gens à moindre frais. Je crois que nous devons changer notre façon de réfléchir, d'être plus nuancés et de dire qu'il n'y a pas des gens totalement bons et des gens totalement mauvais. Tout le monde a ses qualités et ses défauts. Et puis, aller un peu au rythme du peuple. Parce que moi, je me dis, après tous ces décors-là, que les grands analystes, les grands sondeurs et les grands journalistes ont pris après l'élection de Trump, avec Yaya Jammeh, on devait être encore plus prudent. C'est qui nous a dit qu'il est aussi fou qu'on nous le dit? Peut-être que c'est quelqu'un qui a fabriqué ça comme ça en laboratoire. C'est vrai que l'homme, il est singulier, mais voilà. Et moi, je crois que c'est sur ça qu'on doit travailler. Et les peuples même doivent nous obliger à être plus, je vais dire, plus nuancés dans notre travail. Tout à fait, surtout que de plus en plus, on remet en cause le règne des professionnels de la politique. Oui. Parfait, Silga. Moi, je pense que ce qui vient de se passer là doit nous remettre dans la logique de la faux optimisme. Parce que quand vous regardez, malheureusement, nous, journalistes africains, on est dans un carcan occidental. Oui, on a écrit, oui, il n'y a pas d'intérêt à élire ce type, il va avoir son 5e mandat. Nous l'avons écrit. Je dis humblement, il faut qu'on reconnaisse que les choses bougent en Afrique. Et on dirait que nous-mêmes, journalistes, on ne voit pas comment les choses... Est-ce que vous pensez que les choses vont bouger aux États-Unis, en Europe et en Afrique, ça ne va pas bouger? Non. Moi, je pense que désormais, on peut commencer à rêver de la démocratie en Afrique. Vous voyez, après la Gambie, il y a l'Angola. Le président a annoncé qu'il va se retirer. On va encore dire... Il avait déjà annoncé en mars dernier. Nous, encore, journalistes, nous allons encore dire, ce monsieur, attendons de voir. Comme Ouba dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, peut-être que Yaya Jammeh, il est encore dans un nuage, il a bu quelques élixirs, ou bien il a fumé quelques... Enfin, je ne dirais pas le mot. Il a dû boire quelques nassis. Et puis, il est encore dans un état second.
Voilà pourquoi il parle, il reconnaît sa défaite. Mais j'ai dit, il faut que désormais on soit prudent quand il s'agit d'analyser la marche des peuples en ce qui concerne la démocratie. Dernier sujet pour terminer en 2 minutes, Paul Mikirwamba. François Hollande qui renonce en France à se représenter pour sa succession. D'aucuns ont pensé que c'est une attitude de sagesse. Est-ce que c'est votre commentaire? Oui, c'est mon commentaire. Lui-même, il a dit, il dit que la course vers le pouvoir ne lui fait pas perdre sa lucidité. C'est la phrase qu'il a annoncée avant de dire qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Je crois en même temps qu'il a tiré leçon de ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy aurait dû rester un peu dans l'ombre, qu'il aurait eu encore la tête plus haute que ça. On a vu la défaite cinglante qu'il a récoltée lors de la primaire de la droite et du centre. Et du centre, évidemment, en France. Donc je crois que François Hollande a examiné la situation avec beaucoup de droiture, avec beaucoup d'objectivité. Il ne s'est pas contenté d'écouter ses conseillers, il ne sait pas s'il en a encore en France. Et si ça marche comme chez nous, où les gens viennent vous mentir pour vous dire ouais, vous avez en pole position, vous avez machin. Je crois que de façon très objective, il a analysé la situation, le paysage politique de la France, la carte. Et il semble même que certains de ses proches n'étaient pas au courant de sa décision. Ils l'ont appris comme le téléspectateur à la lambda. télévision. Évidemment, il y en a même qui l'ont dit, c'était vraiment une surprise qu'ils disent qu'il ne sera pas candidat. Parce que jusqu'à ce qu'il le prononce lui-même, tout le monde, lui-même il a fait durer le suspense, il faut le rappeler. Et beaucoup de gens pensaient évidemment qu'il allait être candidat à cette élection. Oui. Et finalement, c'est vraiment une surprise. Pour moi, c'est comme ça il faut être quand on est homme d'État, quand on est homme politique, savoir analyser la situation. Parce qu'il aurait pu être candidat et puis bon, il allait sortir par la petite porte finalement. Je ne sais pas, un mandat qui finit comme ça, avec une déculottée même déjà pour les primaires, c'est pas intéressant. Oui, parfait, c'est non, le mot sagesse, moi, je ne le vois pas ainsi. Mais ce monsieur a regardé la situation, il ne peut pas être candidat. Et non, il peut être candidat, mais il ne va pas passer. Il ne passerait pas. Il va avoir la honte. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le gars a regardé la situation. Ce gars-là, il est objectif. Il dit, si je vais aux primaires, je vais pas passer devant mon Premier ministre. Et il dit, bon, à ce moment, j'arrête. Le peu d'honneur que j'ai, je le conserve. Mais au moins pour ce qui va rester après 2017. Bon, il a encore le temps, il peut être membre du Conseil constitutionnel, il peut faire des conférences rémunérées de par le monde. Moi, je pense que c'est ça. Comme certains anciens présidents français. Voilà. Boukari Ouba, votre commentaire? Est-ce que ça laisse libre cours, libre la chance à son Premier ministre et à d'autres comme Emmanuel Macron? Au moins, ça clarifie une situation parce que juste avant son annonce, on avait cru comprendre que son Premier ministre voulait être son concurrent lors des primaires, chose qui me semblait vraiment pas très élégant. Que vous soyez le Premier ministre de quelqu'un et que vous partez en compétition face à la personne, je pense qu'avant d'aller à la compétition, il faut même démissionner déjà. Ce ne serait même pas déjà bien qu'un président. Bon, pour la démocratie, peut-être c'est bien, vu de la sorte. Sinon, voir un président en exercice qui doit aller aux primaires avant de pouvoir être candidat, ça l'aide pratiquement une première. Donc je pense que Hollande, pour plusieurs raisons, il a choisi, avec le réalisme politique, de renoncer à ce deuxième mandat parce que c'était plié d'avance. Ça, au moins, c'est sûr qu'il n'allait pas gagner la présidentielle. Déjà, ça lui permet de respecter un engagement. Il avait dit s'il n'inverse pas la courbe du chômage en France, il n'allait pas postuler pour un deuxième mandat. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, les chiffres du chômage en France soient si reluisants pour que il puisse être candidat. Et aussi, vu la fracture autour de lui, je pense qu'être réélu, ça allait être un vrai challenge. Et j'ai l'impression même que c'est une tradition qui risque de s'installer. Le président qui s'apprête à venir, peut-être à un peu plus de 50% déjà Fillon. Moi, je ne le vois pas réélu. On va en conjecture. Mais en tout cas, on est dans une situation d'instabilité. Ou Emmanuel Macron, qui a aussi toutes ces chances. Mais j'ai l'impression vraiment que les Républicains là sont préparés pour récupérer leurs choses. Donc, moi, j'ai bien l'impression qu'on risque de s'installer dans une petite transition de un mandat, quitte à ce que la personne parte et puis revenir. Malheureusement, ça n'a pas réussi à Sarkozy. Et je pense que c'est ça aussi qui a été la petite victoire de Hollande. Parce que le véritable adversaire de Hollande, c'était
Sarkozy. Le simple fait que Sarkozy a été éliminé, il n'est même pas allé au second tour des primaires, pour lui c'est une victoire et il s'arrête là. Il ne veut pas aller à une compétition pour perdre et tomber encore plus bas. Nous aussi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Débat de presse a convoqué un débat des sujets comme l'an 1 du MPP au pouvoir, également la question des Koulouego et les organisations de la société civile, souvent avec des comportements peu honorables, et puis l'échec des pronostics était là pour le débat. Soumaïla Rabo de Savane FM, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM, Boukari Oba de Mutation et Parfait Silga de Notre Temps. Voilà, c'est tout pour le débat de presse de ce dimanche. À dimanche prochain pour d'autres débats. Merci de votre attention et à bientôt.